Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Heureux de vous retrouver. Votre édition du soir sera entièrement consacrée au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses conséquences pour l'Afrique. Nous irons à Dakar et à Nairobi. Vous le verrez dans ces deux capitales. Les réactions sont mitigées. Enfin, pour aller plus loin, nous prendrons la direction de Washington pour retrouver Ramayad, directrice pour l'Afrique du think tank américain Atlantic Council. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Lors de son premier mandat, il n'avait pas laissé un bon souvenir en Afrique. Tout le monde a en tête l'épisode où il qualifiait les pays africains de pays de merde, je cite, des termes extrêmement péjoratifs. Au Kenya, son retour au pouvoir divise. La correspondance de Bastien Renouille. Trois domaines peuvent particulièrement être impactés par le retour au pouvoir de Donald Trump. Tout d'abord, la santé. Ici au Kenya, elle est particulièrement dépendante des aides américaines. Or, lors de sa première présidence, Donald Trump avait coupé une partie de ces aides, notamment pour lutter contre l'avortement, disait-il alors. Cela avait eu un gros impact sur les hôpitaux kenyans. Ensuite, il y a l'économie. Beaucoup de pays en Afrique s'inquiètent de l'impact que va avoir le retour au pouvoir de Donald Trump, qui n'est pas particulièrement pro-africain. Mais pour cette spécialiste, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sous l'administration Biden, le programme Prosper Africa a facilité les échanges et les partenariats d'investissement pour mettre en relation des commerces africains et notamment kenyans et les États-Unis. Il a permis aux entreprises américaines qui veulent investir au Kenya de se connecter aux acteurs locaux. Ce programme a été mis en place par l'administration Trump, donc j'imagine que le futur n'est pas aussi sombre que certains veulent le croire, notamment au niveau du commerce et des investissements. Les milieux économiques kenyans se rappellent qu'en 2020, Donald Trump avait essayé de développer un accord de libre-échange avec le Kenya. Ils espèrent que cette fois-ci, cet accord verra le jour. Et enfin, il y a la composante militaire. Le Kenya est un allié majeur des États-Unis, notamment dans la lutte contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Or, lors de son premier mandat, Donald Trump avait diminué les effectifs sur le territoire somalien. Certains experts militaires ici s'inquiètent que cela pourrait permettre au groupe terroriste islamiste de se développer et d'attaquer plus régulièrement le Kenya. Et pour aller plus loin, on prend tout de suite la direction de Washington pour retrouver notre invité du soir. Ramayad, bonjour. Vous êtes directrice Afrique du think tank américain Atlantic Council et ancienne secrétaire d'État chargée des affaires étrangères sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Auteur du livre Les leçons de l'Amérique, nation et puissance aux éditions L'Harmattan. Ramayad, lors de son premier mandat, le président Trump avait eu des mots insultants, voire méprisants envers les pays africains. Au moment d'aborder son nouveau mandat, sa vision sur l'Afrique peut-elle changer ? La réalité ou le réalisme par rapport à la compétition mondiale sur le terrain africain peuvent l'amener effectivement à changer d'avis. Comme vous le savez, la concurrence avec la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, et maintenant l'entrée en scène, ou plutôt la confirmation de la présence et de l'influence russe en Afrique, tous ces éléments-là peuvent l'emmener effectivement à faire preuve de réalisme et de considérer les Africains d'une autre manière. Mais comment dire, cette prise de conscience avait démarré aussi sous son premier mandat, parce que il est vrai, vous avez rappelé les mots qu'il avait eus à l'époque. Et à l'époque aussi, il avait eu l'intention de couper les budgets de développement dans cette idée de réduire le train de vie de l'État américain. Mais très vite, il a été rattrapé par la réalité puisqu'il a créé Prosper Africa, qui vient d'être mentionné, qui est une plateforme de développement pour améliorer, pour augmenter les investissements et les affaires avec le flux des affaires avec les États africains. Et par ailleurs, il a créé DFC, Development Finance Corporation, avec un budget beaucoup mieux doté que son prédécesseur. Et tout cela sous la pression, effectivement, de la concurrence chinoise. Vous parliez des affaires, je veux en revenir sur la question de l'AGOA, cet accord qui permet au continent africain d'exporter certains produits sans droit de douane et qui doit prendre fin en septembre prochain. Dans de nombreux pays, en particulier l'Afrique du Sud, on craint sa suspension pour favoriser, on sait que Donald Trump favorise les accords bilatéraux. Quel est votre avis dessus ? Oui, l'AGOA a plus de 20 ans maintenant. À l'époque, lorsque l'AGOA a été créée,
les États-Unis étaient le premier partenaire commercial des économies africaines. 20 ans plus tard, c'est la Chine. Donc, on arrive à un moment de renouvellement, ce qui suppose de discussions avec les élus du Congrès, puisque l'autorisation passe par les élus du Congrès. Pour l'AGOA, mais également pour DFC, Development Finance Corporation, dont je viens juste de parler, mais aussi Exim Bank, qui est un autre outil commercial qui doit être aussi renouvelé en 2026. Donc, ça fait beaucoup. La plupart des outils commerciaux américains vis-à-vis de l'Afrique doivent être renouvelés et donc discutés. Maintenant, ces tarifs préférentiels, dans un contexte d'America First, où justement Donald Trump parle de remettre en place des tarifs douaniers, y compris pour ses alliés et voisins européens ou canadiens, c'est assez particulier et justement laisse interrogatif pas mal d'interlocuteurs en Afrique. Néanmoins, les chiffres du FMI sont clairs, qui viennent de sortir en termes des taux de croissance des économies africaines. 44% des pays africains ont un taux de croissance pour 2025. On suppose qu'ils auront un taux de croissance supérieur à la moyenne mondiale qui est de 3,2%. Donc, c'est-à-dire que les économies africaines sont en train d'atteindre un rythme de développement qu'on n'avait pas vu avant. De fait, Donald Trump, encore une fois, principe de réalité, devra en tirer les conséquences. Sinon, les Africains pourront toujours dire opposé à America First, Africa First. Et justement, je voudrais qu'on s'arrête sur le Project 2025 du think tank ultra-conservateur Heritage Foundation. Il est considéré comme la feuille de route du second mandat de Trump et il suggère d'aborder le continent africain sous le prisme de la croissance et non de l'assistance. C'est un discours qui a pu séduire certains chefs d'État qui dénonçaient un certain paternalisme occidental. Oui, alors, le think tank Heritage n'est pas, ou les Américains dans leur ensemble ne sont pas les premiers à dire qu'il faut privilégier les affaires sur l'aide au développement. D'ailleurs, sur la question de l'aide au développement, les États-Unis ne sont plus premiers. C'est la Chine qui l'est aussi. Ils sont encore sur la question de l'aide humanitaire, mais plus de l'aide au développement. Donc, cette question-là a déjà été tranchée, je pense, depuis plusieurs années. Maintenant, s'il faut faire des affaires, s'il faut développer les investissements, c'est ça la question essentielle. Dans quelle direction aller? Comment faire pour dépasser les Chinois, voire, il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi d'autres acteurs dont on parle moins, mais qui investissent énormément en Afrique. C'est le cas de la Turquie, c'est le cas des pays du Golfe avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de pays comme même l'Indonésie ou encore même européens comme l'Italie. Donc, les États-Unis vont se trouver en concurrence avec tous ces acteurs-là, y compris des acteurs tout à fait nouveaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question des minerais stratégiques, qui semble être, d'après l'idée que je me fais de ce qu'annonce Donald Trump en termes de politique, une question prioritaire. Or, l'Afrique abrite un tiers des minerais stratégiques tellement importants pour l'approvisionnement énergétique, y compris les États-Unis, et aussi pour la transition verte. Et on sait aux côtés de Donald Trump, il y a Elon Musk, c'est Tesla, c'est voitures électriques, etc. Donc ce sera un élément fondamental. Maintenant, la question ne sera pas si Trump va s'y intéresser. On peut parier que ce sera le cas, par réalisme, comme je vous le disais, mais si les États africains seront en capacité d'établir un rapport de force suffisamment important, celui qui doit présider à cette dimension transactionnelle du président Trump, pour justement établir une relation plus équilibrée avec les États-Unis de Donald Trump. Je voudrais qu'on s'arrête sur un tout autre sujet. Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine un pilier de sa campagne et a promu des expulsions massives. Au Sénégal, par exemple, l'inquiétude monte parmi les habitants qui craignent sur le sort de leurs compatriotes installés illégalement aux États-Unis. On va d'abord écouter les explications de notre correspondante Sarah Sako et je vous laisserai réagir ensuite. Au Sénégal aussi, la cérémonie d'investiture de Donald Trump a été suivie et ses premières actions sont désormais attendues, notamment en ce qui concerne l'immigration clandestine. On ignore le nombre exact de migrants illégaux d'origine sénégalaise aux États-Unis, mais ces dernières années, la route du Nicaragua, qui passe également par le Mexique, a connu un certain regain d'intérêt. Alors aujourd'hui, des Sénégalais s'inquiètent du sort qui pourrait être réservé à leurs compatriotes. Écoutez. Ce que nous espérons, c'est qu'ils puissent au moins bénéficier
qu'ils ne soient pas expulsés. Sinon, ce serait vraiment une énorme déception et un gâchis pour notre économie. Parce que quoi que l'on dise, c'est des gens qui apportent beaucoup, les émigrés apportent beaucoup dans l'économie sénégalaise. On doit voir comment il peut aider les Africains qui sont là-bas pour les aider, les faciliter à avoir les papiers, travailler tranquillement, et pas pour les chasser comme ils sont des animaux. Ces migrants qui sont partis illégalement, ce n'est pas normal. Ils auraient dû passer par les procédures légales. En étant sans papier, ils se retrouvent dans une situation vraiment compliquée. Et c'est dommage. Les premières décisions de l'administration Trump dans le domaine de l'économie, mais également des relations internationales, seront également suivies ici au Sénégal, comme dans le reste de la région. Et je rappelle que Donald Trump a déclaré vouloir lancer la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine en envoyant plus de 10 millions de migrants en situation irrégulière dans leur pays respectifs. A-t-il les moyens légaux de le faire? A-t-il les mains libres? Bon, d'abord, il a commencé effectivement à installer ces hommes et femmes au poste clé pour mettre en œuvre cette vaste déportation au sens anglais du terme deportation, mass deportation aux États-Unis. Kristi Noem pour le Homeland Security et Tom Homan, qu'il a surnommé le tsar de la frontière. Donc, ces hommes et ces femmes sont connus pour avoir une poigne de fer. L'armée a aussi sera également, il a annoncé, sollicité pour mettre en place ce plan avec l'idée de parquer finalement ces immigrés dans des zones désertiques. Mais pour pouvoir les garder dans cette situation, pour pouvoir organiser une déportation de masse de cette échelle-là, il faudra des milliards. D'ailleurs, lorsqu'on a interrogé Tom Homan à la télévision américaine pour savoir quel est le chiffre auquel il pensait, combien d'hommes et de femmes et d'enfants comptait-il expulser de cette manière, il n'a pas été en capacité de donner un chiffre précis. En tout cas, le coût est déjà ce chiffre à plusieurs dizaines de milliards, au point même que beaucoup s'interrogent sur la faisabilité d'une telle mesure. Quant aux migrants africains, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux, avec la frontière méditerranéenne qui est ce qu'elle est, la frontière européenne qui s'est fermée. La route de l'Amérique est devenue une autre voie par laquelle passe l'immigration ouest-africaine. Dans le même temps, ils ne sont certainement pas majoritaires dans ces flux migratoires, donc qui viennent plus d'Amérique latine, évidemment. Et d'autre part, on a pu relever que depuis quelques années maintenant que des immigrés d'Afrique subsaharienne parviennent aux États-Unis, c'est une success story pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire des statistiques récentes ont montré que beaucoup d'entre eux ont un niveau de vie, des revenus largement supérieurs à la moyenne des Américains. Ce qui montre que ce sont des travailleurs durs, et cela se remarque. On pense notamment aux Nigérians, on pense aux Kenyans. Merci beaucoup Ramayad, je suis désolé, nous n'avons plus beaucoup de temps. Merci beaucoup Ramayad. Je rappelle que vous êtes directrice Afrique du think tank américain Atlantic Council et auteur du livre « Les leçons de l'Amérique, nation et puissance » aux éditions L'Harmattan. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.